Bon, on va concentrer aujourd'hui sur cette idée de l'échelle, et les échelles dans la géométrie de surface. Et je dois commencer peut-être avec qu'est-ce que c'est-à-dire métrologie de surface. Je rencontre pas mal de monde qui pense que je parle de météo quand je dis métrologie. Et bon, la chose qui est intéressante, je trouve, c'est une géométrie irrégulière. Et les surfaces, ça couvre tout. Et les façons de fabriquer les surfaces, ça donne cette topographie. Et ça joue un rôle sur la performance des surfaces. Et la métrologie, c'est une mesure, mais aussi la partie intéressante, je trouve, c'est pour bien analyser et caractériser cette structure irrégulière dans une certaine façon que ça serait utile, qu'ils apportent de valeur et qui a la relation avec la mise en forme et le comportement des pièces. Et ça, c'est important pour la conception du produit. Comment est-ce que je peux ajuster la ruggosité d'une surface jusqu'à ce que j'ai la meilleure performance pour adhésion ou échange thermique, frottement? Qu'est-ce que serait le meilleur? Bon, il faut avoir, si on va faire ça bien, c'est une caractérisation de la surface, de la topographie de surface qui a relation avec la performance. Et combien est-ce qu'on a comme ça? On imagine qu'il y a beaucoup, mais quand on fait la recherche, bonne recherche dans la littérature pour voir, alors, où est-ce que je peux trouver des graphiques comme ça? Et il n'y a pas beaucoup. En particulier par rapport à le nombre qu'on imagine qu'il faut avoir. Et si j'aimerais fabriquer une surface qui a un certain comportement, comment est-ce que je vais faire ça? C'est-à-dire, ça doit jouer sur la production. Mais aussi, ce n'est pas que ça. C'est une bonne découverte pour moi quand des gens qui font l'anthropologie me contactent en demandant si on peut faire un travail ensemble sur l'usure de dents et pour voir qu'est-ce que les animaux ils ont mangé. Est-ce qu'on peut sortir ça de micro-usure? Mais il y a aussi beaucoup de choses comme, aux États-Unis, c'est important à savoir qui a tiré sur qui, et faire l'analyse comme ça pour les polices. Il y a des gens qui font ça, et aussi qu'est-ce qu'ils ont coupé avec des morceaux qu'ils ont trouvés dans l'archéologie. Aussi, pour les musées, il y a la dégradation des surfaces, des statues, des peintures, et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ça, contrôler ça. Mais aussi, ce n'est pas que les petites échelles qui sont importantes. Géographie et dans la mer, fond de la mer, comment est-ce qu'on peut dire que, voilà, ça c'est la fin de peut-être un pays où il contrôle la mer. Aussi pour les érosions et des choses comme ça. Bon, pensons des échelles. Parce que ça donne une autre dimension pour chercher la connaissance des surfaces, la compréhension des surfaces. Quand je fabrique une surface, il y a une échelle d'interaction avec l'outil, le moule qui doit faire la surface, et ça donne une certaine texture, rugosité à la surface. Et puis quand je vais utiliser cette surface pour frotter, couper, toutes les choses touchent aux surfaces, il y a un certain comportement, et il y a une autre échelle là. On pense à une échelle d'interaction entre la surface et
ce qui fait le phénomène. Et bon, et ça c'est le truc qui fait ça intéressant. On utilise, parce que faut, ils utilisent des géométries qui ont ces irrégularités. Bon, on va le mesurer, mais il y a une certaine échelle de mesure. Et ça, c'est important si on va découvrir les autres relations. Et on prend ces mesures avec des millions des auteurs, mais il faut caractériser parce qu'on ne peut pas utiliser toutes ces données, une jolie représentation de surface en 3D, mais bon, on dit en anglais, a picture is worth 1,000 words. Une image, ça vaut 1000 mots. Mais je suis ingénieur, pas poète. Hein? J'ai besoin de quelques chiffres pour me dire si ça va marcher, mais pas la poésie. OK? So, on a une certaine caractérisation. Quand on fait cette caractérisation, il y a une certaine échelle dans l'analyse. Et ce que j'aimerais faire, j'aimerais voir quelle sorte de fabrication que j'ai fait. Est-ce que ça c'est bon pour livrer au client? Est-ce que c'est bon pour le client l'accepter? Est-ce que ça va avoir un comportement dans la tolérance? Et comment est-ce que ça va influencer le comportement? Et c'est ça c'est une partie de valeur de métrologie de surface. Et c'est là caché dans les échelles. On a l'habitude de penser géométrie lisse. C'est une idée de grec, ou plutôt que ça, plus ancien que ça. Les choses sphériques, cylindriques, les plans, mais tout lisse. Et on peut le décrire avec des équations algébriques. Et si je mesure quelques points sur une surface de géométrie classique, je peux dire sans erreur où se trouvent tous les restes de points sur cette surface. Mais les choses ne sont pas comme ça. Ça, c'est un bon concept pour beaucoup de problèmes. On peut résoudre beaucoup de problèmes avec ça, déplacement dans un moteur et tout ça, en fonction des choses lisses. Mais si on regarde de près les surfaces, elles sont plus comme ça. Irrégularité. Et ces échelles fines où on a les choses comme adhésion, qui ont le comportement qu'on veut avoir, esthétique. Et si je connais l'auteur de 1 million de points sur cette surface et je cherche le prochain, je ne peux pas dire exactement où ça se trouve. Statistiquement, je peux dire quelque chose, mais ce n'est pas comme une surface lisse. C'est quelque chose de différent. Je n'ai pas les équations qui peuvent faire ça. Il y a une incertitude. Bon, il y a plusieurs façons dans lesquelles, en tout cas aux États-Unis, on utilise rugosité. Pour toutes les échelles fines, on dit que peut-être c'est la rugosité, même si certaines choses, on fait les surfaces lisses aux échelles assez fines. Maintenant, pour faire les choses comme les lentilles dans le portable, là, pour faire les moules pour ça, ça doit être lisse dans une échelle de quelques nanomètres. Et on pousse toujours à avoir des échelles plus lisses, plus fines. Et souvent on dit ça, la rugosité, même si elle n'est pas irrégulière. Mais on dit que peut-être c'est comme une surface sorte, une surface idéale. Topographie irrégulière pour être la rugosité. Et on dit peut-être avec le filtrage, et François va discuter ça bientôt, ce qui reste, après on enlève les ondulations et la forme.
ou souvent aux États-Unis, si quelqu'un dit rugosité, c'est la rugosité moyenne arithmétique, RA. Ils ne savent pas même ce qu'ils ont fait pour calculer ça, c'est juste un chiffre qu'ils ont dans la tête. Ou ça peut être ça combiné. Mais le parti, on va discuter parce que je crois que c'est mieux pour comprendre l'importance de l'échelle et comment on peut trouver ces corrélations fortes et comment on peut distinguer les surfaces différentes. C'est la régularité et en connaissance de l'échelle. Bon. Est-ce qu'on a vraiment, quand on fait ça, parce qu'on a pas mal de monde maintenant, plusieurs universités qui font des études des industries qui utilisent savoir, voilà, on a entré. Vous pouvez entrer si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est à dire? Est-ce que ça c'est en discipline scientifique? Mais qu'est-ce que c'est-à-dire une discipline scientifique? Bien sûr, on utilise un processus scientifique. On a une hypothèse, on fait des tests, on fait encore une hypothèse en modifiant. Bon, on a la méthode scientifique, mais est-ce que ça c'est basé sur expérience ou et les normes et les bonnes pratiques. Alors ça, c'est des choses, on dit experiential en anglais. Mais les disciplines scientifiques, il y a une base des règles qui sont simples, consistantes lui-même, et comme les axiomes ou les lois. Et ça, on peut utiliser pour régler un grand nombre de problèmes dans ce domaine. C'est-à-dire, ça fait en science, en discipline scientifique. Mais qu'est-ce qu'on a? Il ne doit pas être prouvé, voilà. Les disciplines scientifiques sont plus faciles à apprendre parce qu'on a des principes qu'on peut utiliser. Mais quels sont les principes? Bon, on va se développer. Parce que si on essaie de faire une discipline sans les lois, sans les principes qui plus larges, je crois que c'est comme on fait la mécanique avant Newton. Je ne sais pas exactement comment ça a été. J'étais très jeune à cette époque. Une chose qui est très importante, et on travaille sur les normes pour le commerce. C'est-à-dire, on peut être d'accord que, voilà, j'ai fabriqué une surface avec, une pièce avec telle et telle surface. Est-ce que ça c'est acceptable? Oui, c'est ce que j'ai voulu. Voilà. Ça c'est important. Les normes. Mais même avec les bonnes normes, c'est les pratiques. Qu'est-ce que je peux faire pour voir si ça va distinguer les surfaces différentes? Et est-ce que j'aurai les corrélations qu'il faut pour faire une conception des pièces et processus basés sur une expérience logique? Et c'est ça on va discuter ici aujourd'hui. Et j'essaie à proposer quelques principes qui peuvent nous aider à créer les valeurs, des choses comme ça. C'est mes idées, il faut le critiquer. Hein. C'est que environ 2-3 ans maintenant qu'on discute ça. Et voilà, c'est les deux choses, faire différencier les surfaces et trouver les corrélations fonctionnelles avec les procédés et le comportement. Et, bon, on est ici pour discuter l'échelle, bien sûr. Il faut avoir l'échelle appropriée. L'échelle qui a quelque chose à faire avec les échelles de mise en forme des pièces
et l'échelle fait l'interaction fondamentale qui donne le comportement. Et les éléments géométriques, est-ce que ça c'est quelque chose qui joue avec l'air de la surface, la courbure de la surface, ou des sommets, des vallées? Quelles sont les bonnes choses géométriques? Quelles sont les choses qui sont appropriées pour ce que j'aimerais savoir? Bon, et c'est irrégulier, il faut avoir les bonnes statistiques. Qu'est-ce que je vais faire, même après j'ai caractérisé toutes les choses à la bonne échelle, avec la bonne géométrie, mais j'ai pas mal de choses, je dois faire une statistique qui est aussi appropriée. Et je dois commencer avec une mesure qui est suffisante, une résolution assez large pour jusque ça va marcher avec une bonne mesure, parce que si la mesure n'est pas bonne, il n'y a pas grand-chose à faire. OK, bon, c'est plus ou moins ça. Bon, comment est-ce qu'on va trouver la bonne échelle? Je ne sais pas. A priori, quelle serait la bonne échelle? Bon, je vais essayer toute une gamme des échelles, tester tous et voir qui sort le meilleur. C'est une bonne chose qu'on a un ordinateur parce que on va user beaucoup des étudiants sinon. Et il faut faire d'abord la caractérisation, puis on peut tester les corrélations et les discriminations statistiques. Et voilà. Et comme ça, si on fait tout ça sur une gamme des échelles, on regarde les échelles qui marchent le meilleur. C'est ça l'idée. Bon, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement ou hautement pour les échelles? Bon, on fait un certain type de filtrage et on a travaillé récemment sur le bandpass, passband, et François va parler de ça tout à l'heure. Autocorrélation, Fourier, structure function, ondelette. Tout ça, il y a la notion d'échelle dedans et ça peut être utilisé. Et si j'aurais été formé bien dans la mathématique, comme les Français, je n'aurais pas essayé les autres choses, hein, parce que ça peut marcher. J'étais pas très fort pour la maths, alors moi j'ai eu besoin de quelque chose avec une interprétation physique plus claire. Quelque chose qui est plus simple. Alors, on regarde un profil, ça a quelle longueur ce profil? Bon, ça change avec l'échelle. On fait length scale. Et pour une surface, c'est quoi l'aire d'une surface? On fait un carrelage pour mesurer. Voilà, area scale. Et le volume dans une surface pour un lubrifiant ou pour les morceaux usés, quel est le volume on peut mettre dans une surface et on fait le remplissage, échelle, le filling scale, mais aussi les pentes dans une surface. Quand je suis assez loin, toutes les surfaces techniques sont plus ou moins plates, mais quand je approche, je vois qu'il y a les pentes et les courbures. Alors, et ça change avec l'échelle. Et on peut penser l'échelle comme est-ce que je suis plus et plus près, je vois les échelles plus et plus petites. De loin, tout semble être lisse. Bon. Si on pense des échelles de mesure traditionnelles, c'est faire le palpeur mécanique. Et si on regarde le palpeur, le studus, là avec microscope confocal, on voit que voilà, c'est une certaine propriété physique. Et c'est ça le microscope confocal, on utilise beaucoup pour les études chez nous.
Mais pour revenir au stylus, voilà, ça c'est un alliage d'aluminium dur. Mais ça c'est le trace. Mais ça, on a fait à Lausanne il y a 35 ans maintenant. C'est une image de microscope électronique de balayage. Et on peut voir cette trace. C'était un bon perthomètre. Mais ça, c'est le trace qu'il laisse. Et le problème, on aimerait avoir un stylus assez petit pour voir les détails, mais il faut avoir une force finite pour mettre sur la surface. Comme ça, on a des contraintes assez larges. Et on voit, c'est pas tellement une mesure de rugosité, mais une sorte de sillonnage qu'on a fait. Et ça ne serait pas sensible aux détails comme ça, où on a le silicium, qu'est-ce qu'on dit, ou les intermétalliques, qui c'est une surface usinée, et ils sont portés par l'outil, trace la surface, et c'est là qu'on a, par exemple, les fissures en fatigue qui peuvent commencer. Mais ça, même un truc large comme ça, on ne va pas mesurer avec ça. Alors, il y a une certaine échelle de mesure qui joue avec la taille de stylus et avec la force. Et on pense, voilà, je vais faire la mesure avec lumière, ça serait mieux. Il n'y a pas de force de la surface. Mais il y a aussi des trucs là aussi. Quand je fais une mesure de hauteur avec lumière, bon, d'abord, il faut rendre compte que je ne peux pas mesurer la hauteur en point mathématique. C'est trop petit. Alors, ça doit avoir une certaine zone où je fais la mesure, une estimation de hauteur. Et dans cette zone, il y a un mélange des hauteurs, une certaine taille finie. Je mesure la hauteur là et je déplace le pas d'échantillonnage et je mesure une autre hauteur. Je ne peux pas savoir toutes les hauteurs sur une surface. J'ai un certain échantillonnage des hauteurs sur la surface. Et comment est-ce qu'ils sont espacés? Est-ce qu'il y a l'espace entre les deux? Est-ce qu'ils touchent comme ça? Ou est-ce qu'ils recouvrent un l'autre? C'est-à-dire, en mesure de hauteur, ce n'est pas 100% indépendant de ses voisins. Qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas. Mais ça, c'est le tas maintenant de mesures qu'on fait. Il faut rendre compte que, bon, ce n'est pas parfait. Toutes les mesures ont des choses, avantages, désavantages. Et qu'est-ce qu'on a? On a la taille, on a mesuré, la plage de mesure. Alors, ça donne une échelle large. Et aussi, on a les espacements d'échantillonnage, ce qu'on vient de discuter. Bonjour. Pour les échelles de résolution des mesures, pour les échelles plus petites. Et quand j'étais à Lausanne, quelqu'un commençait à discuter l'accrochage de recouvrement. Et je me suis dit, c'est quoi? On pense, on imagine, certains cas, qu'une surface plus rugueuse va faire mieux l'adhésion qu'une surface toute lisse, peut-être. En tout cas, on connaît certains cas où ça semble être vrai. J'ai cherché les relations, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui donne une équation ou quelque chose comme ça. Et je me suis demandé, comment est-ce que ça marche? Et je pensais peut-être un peu modéliser des interactions qu'on pense, on aimerait bien imaginer, ils sont contenus sur la surface, mais supposons qu'ils ne sont pas contenus, comme la matière elle-même. Suppose il y a, comme les Grecs, ils ont dit, il y a des atomes, des choses indivisibles dans l'interaction avec la surface. C'est-à-dire, je peux voir une interaction macroscopique comme une collection microscopique des interactions.
Et je peux imaginer en plage des interactions comme ça, à certaines tailles, et il faut déplacer. C'est un peu comme les mesures aussi. Et bon, il y a les interactions discrètes avec, il y a certaines, qu'est-ce qu'on dit, fortement d'interactions en zone finite. Et je ne peux pas avoir deux à la même place. C'est-à-dire que ça doit être espacé. Et la force fondamentale de cette interaction est la taille fondamentale, l'échelle fondamentale de l'interaction. Est-ce qu'on peut imaginer les interactions comme ça? C'est-à-dire, la force macroscopique doit être une collection d'un certain nombre des interactions microscopiques à une certaine échelle, et on divise par la projection parce qu'on aimerait avoir la résistance de adhésion comme la force d'adhésion comme Pascal force sur R de surface. Alors, on a l'air de surface totale et en projection, on peut imaginer, et on a la force d'une seule interaction qui n'est pas bien alignée là. Ça doit déplacer un peu comme ça sur un des cercles. Et le nombre, ça dépend de taille de surface à l'échelle d'interaction. Comme ça, R d'interaction discrète là. Alors, c'est ATS, c'est le R total à l'échelle, la petite échelle, une interaction fondamentale. Et nous arrivons à une caractérisation comme ça. Il y a some fraction qui doit être actif. C'est une certaine, on dit en anglais fudge factor, quand on fait des choses expérimentales, il y a toujours, il faut ajuster un peu, mais peut-être ils sont trop dans un vallée qui est trop serré ou il y a des saletés, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça doit jouer plus ou moins comme ça. Les microscopiques, macroscopiques, c'est une somme de micro-nanoscopiques sur quelle échelle. Alors, qu'est-ce que ça fait maintenant? OK. C'est-à-dire, on peut faire une substitution, réarranger, et on arrive à ce qu'on cherche là, c'est le comportement macroscopique. C'est une fonction de la force par R fondamentale d'interaction. C'est la force R fondamentale d'une interaction fois la taille totale de surface à la bonne échelle divisé par la taille de projection. Et ça, c'est le R relatif. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis là? Bon, qu'est-ce qu'on aimerait avoir quand on regarde la surface, on aimerait caractériser la surface? La plupart du temps, on regarde tous les paramètres disponibles, la plupart qui sont venus des années 30, et qu'est-ce que je vais utiliser pour caractériser la surface? Hauteur moyenne, SA, SQ, ST. Mais ce sont des choses qu'on a développées avec la limitation électronique des années 30. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut commencer à imaginer qu'est-ce que j'aimerais savoir sur la surface, pas quel paramètre des années 30 est-ce que je peux utiliser. Bon,
on vient de regarder le R d'une interaction. Pourquoi est-ce que ça peut être important? Bon, si on regarde la loi de Newton pour le transfert de chaleur, voilà, le transfert de chaleur, ça dépend de l'air, la surface. Mais l'air, à quelle échelle? Ou si je fais le transfert de masse, diffusion dans la surface, perte, c'est aussi l'air est important. J'ai quel air pour faire ça? Ou densité de courant, transfert de charge, ou les autres interactions discrètes. On peut imaginer pas mal de choses où l'air d'une surface est important. Et ce n'est pas unique parce que ça dépend de l'échelle de mesure ou de calcul, ou on dit souvent observation. Bon, ça nous amène un peu sur des études fractales qui de Mandelbrot. Et on a commencé à étudier les fractales avec l'échelle. L'idée de fractal devant était, ça serait indépendant de l'échelle. Mais les choses naturelles, ils ont une grande gamme des échelles où il y a un comportement self-similaire. Mais certaines, c'est plus limité. Et c'est devenu de... Mandelbrot mis de lumière sur le travail de Richardson, qui a posé la question. Il a voulu, était en train d'étudier les guerres. Pourquoi est-ce que les hommes peuvent combattre les différents groupes? Il a voulu savoir la longueur des frontières pour estimer s'il y a quelque chose là. Mais il a commencé avec cette question. Il est arrivé. Il a vu que Portugal et Espagne donnent des différentes longueurs pour les frontières en commun. Mais comment est-ce que ça peut être? Il n'y a pas de problème. Ils sont tous heureux avec la frontière, mais ils donnent une longueur différente. Pourquoi? Et il a commencé à regarder les longueurs des choses irrégulières comme ça. Et puis, il a trouvé que la longueur de côte de Bretagne, ça dépend de l'échelle de mesure, de l'échelle de calcul ou d'observation. Et Mandelbrot, il a pris ça, il a développé ça. Il a fait l'école polytechnique à Paris. Et ça, c'est... il a fait cette fameuse chose-là, le Mandelbrot set. Et le plus qu'on regarde du près, le plus qu'on trouve la même sorte de choses, encore en répétition. C'est-à-dire, c'est en forme un peu lisse, avec les petits détails qui sortent comme ça. J'ai un peu de honte de faire ça, parce que le pauvre n'est plus, mais il a sorti en biographie. Et ils ont fait la même chose sur la couve de biographie. Ils ont mis les petites machins comme ça qui sortent de sa tête. C'est une bonne biographie.